sale journée. J'avais passé des semaines à chercher un sujet, rien. Et après, je reçois ce message. Rendez-vous à cette adresse. Commande 7 boissons. Et tu auras ce que tu veux. Ce genre de lieu, c'est pas vraiment là où je vais d'habitude. Rempli de mecs bizarres, avec leurs habitudes. Quand tu reverrai-je merveilleux. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je déteste les jeux de plateforme. J'en peux plus. Ils foutent quoi ces mecs? Je le fais. Je vais porter l'anneau en Mordor. Oh là là, où est-ce que je me suis fourré? Et toujours pas d'infos sur le sujet. Est-ce que je me serais fait rouler? Est-ce qu'on m'aura envoyé sur une fausse piste? Bon, je finis ça et je me casse. Oh, je supporte pas. Qu'est-ce que... je commence à avoir la tête qui tourne. Oh. Les bagues semblent être l'un des bijoux les plus anciens, leur date de création remontant au néolithique. Lors de fouilles archéologiques, l'étude des anneaux se heurte à de nombreuses difficultés concernant leurs vocations exactes. Il est complexe de définir le rôle véritable d'un tel objet, et seuls un certain type peuvent être classés avec certitude comme des bijoux. Niveau civilisation, les Égyptiens disposent d'une large variété de bagues, en particulier quelques modèles célèbres, comme ceux en forme de scarabée. Dans la Grèce antique, les bagues et anneaux complètent en général une parure déjà bien riche. Les bagues sont souvent considérées comme des objets personnels sans signification funéraire particulière. Toutefois, elles pourraient avoir servi comme marqueur de rang. Certaines bagues sont en argent, d'autres en bronze, en ivoire ou encore en or massif. Au cours de la période égyptienne de la dynastie d'origine grecque des Ptolémées, le style égyptien commence à changer pour ressembler de plus en plus à ces modèles grecs et romains. La vocation de marqueur de rang des bagues et anneaux se développe au Moyen-Âge, en particulier avec l'apparition des chevalières, qui gardent encore de nos jours cette fonction. C'est ce type de marqueur que représente l'anneau du pêcheur, l'un des insignes de la papauté, symbole détruit à la mort de son porteur. L'aspect magique que revêt certaines bagues se retrouve très tôt. Dans les Éthiopiques d'Héliode, un roman grec de l'Antiquité tardive, Chariclée, condamnée au bûcher, voit les flammes s'écarter d'elle. Elle comprend que ce qui l'a sauvée est une pierre qu'elle porte en bague, gravée de lettres sacrées, et comme remplie d'une qualité divine. D'autres textes décrivant le transfert de la puissance guérisseuse d'un lézard à une bague. La fantaisie étant un genre issu d'une certaine forme de modernité, il serait inadapté de considérer les légendes, contes et mythes comme en étant. Pour plus de détails sur ce point, je vous invite largement à aller découvrir le MOOC Fantasy proposé par l'Université d'Artois sur internet, et en particulier le chapitre sur l'histoire de la fantaisie. Pour autant, je crois qu'il serait intéressant de présenter quelques-uns des mythes qui servent de base à nos histoires de fantaisie modernes. Rappelons tout de même que les mythes et légendes disposent en général d'une multitude de versions, donc celles que je vous donnerai ici ne seront pas forcément celles que vous connaîtrez, ou celles qu'on vous a enseignées, appris, que sais-je. Issu de la mythologie nordique, Draupnir signifie « qui coule goutte à goutte ». L'anneau a la capacité de se multiplier ainsi toutes les 9 nuits, 8 nouveaux anneaux goûtant de Draupnir, chacun ayant la taille et le poids de l'original. L'anneau, forgé par les nains Brok et Entry, est censé être en or. Anecdote, il existe une carte Yu-Gi-Oh qui s'appelle Draupnir Relique Nordique. Et au passage, ma carte nordique préférée est Shaokadna, parce que c'est un chat et qu'elle est jolie. Voilà, allez voir mes vidéos Yu-Gi-Oh! Et pour finir, la légende ayant inspiré le grand Tolkien dans son œuvre fondatrice de la fantaisie moderne, le cycle des Nibelungen et en particulier sa reprise par Richard Wanner, l'anneau de Nibelung. Alors, on va la faire courte, car c'est beaucoup plus bordélique que dans le Seigneur des Anneaux. L'anneau des Nibelungen est un bijou maudit qui attire la convoitise de tous ceux qui ne le possèdent pas. Forgé à partir de l'or du Rhin, il passe d'Albérich, un nain, à Odin, d'Odin au géant Fafnir, et finalement de Fafnir à Siegfried, qui aurait mieux fait de se couper un bras plutôt que de récupérer ces putains d'anneaux, car il ne lui apportera évidemment que des emmerdes. Le héros finissant par être tué par son ami Hagen pour plaire à Brunhilde, l'ex-fiancée de Siegfried, qui contraint cette dernière à épouser Gunnar Gunther. Finalement, Brunhilde tuera Hagen, puis se suicidera, l'anneau au doigt, en sautant dans le bûcher funéraire du héros. Ce qui n'est pas sans rappeler la fin d'Héraclès, qui n'a absolument rien à voir avec cette histoire.
Au passage, cet acte provoquera le Ragnarok, un bon gros bordel comme je vous l'avais dit. Alors là, je pourrais commencer à vous citer la quantité faramineuse d'anneaux magiques qui existent dans les œuvres de fantasy, mais en fait, comme on peut faire ce qu'on veut avec un anneau magique, et ben ça prendrait des plombes. Donc on va plutôt se centrer sur quelques exemples types. D'abord chez DC avec les Lantern Corp. Qu'elles soient green, blue, red, orange, saphir, indigo, white, black ou sinistro, attention, l'une de ces désignations n'est pas une couleur. Saurez-vous retrouver laquelle? Disposent d'un anneau canalisant la puissance de leur batterie centrale et leur permettant de créer à peu près tout ce que leur imagination désire. Ce qui doit être tellement mieux que Pornhub. Et la réponse à la question est Sinistro, qui n'est pas une couleur mais un groupe de musique portugais qui s'éloigne quelque peu des classiques et des standards habituels de ce pays. Côté Marvel, le mandarin dispose de 10 anneaux, chacun ayant son propre pouvoir pété. Chose qui n'est absolument pas développée dans le MCU, mais que je verrais bien dans un Doctor Strange 2 avec un Iron Man en guest. Dans un anime que j'adorais il y a un peu plus de 10 ans, Frozen Maiden, les anneaux drainent la force vitale du porteur pour le transmettre à la poupée à qui il est lié. Et si vous voulez savoir quelle est ma poupée préférée, il s'agit de Suseiseki, même si l'arme de Suseiseki est plus classe. Et évidemment, je ne peux pas passer sous silence le pouvoir le plus incroyable de quelconque anneau, à savoir invoquer. Bon, la partie fantasy plutôt moderne est passée assez rapidement, mais faut savoir que ce genre de petits objets, on peut leur faire faire ce qu'on veut. Voilà, n'hésitez pas à me parler d'autres anneaux que j'aurais pas abordés mais que vous considérez comme importants dans les commentaires. Aussi, si vous voulez me proposer un sujet pour la prochaine émission, c'est là que ça se passera, sachant qu'actuellement je ne sais pas du tout de quoi je vais parler dans le prochain. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo, je vous invite évidemment à liker, partager. Je vous dis salut. Salut!